Eh ben, on va commencer. Donc, merci à tous d'être là. On fait cette petite conférence de presse. On est le 13 mai, lundi 13 mai. On a initié une action par le biais d'un collectif qu'on a créé pour l'occasion qui s'appelle Alliance Résistance, avec comme idée de base d'allier les deux listes Frexit majoritaires que sont l'UPR et les Patriotes, avec comme argument de base que les élections européennes ont la particularité d'être une élection proportionnelle à un tour, et donc avec 5% des voix, on a 5 élus. Et on sait que les alliances en politique sont compliquées, mais celle-ci avait la qualité d'être une alliance qui ne sacrifie pas des candidats, puisque les deux figures, on va dire, majeures de ces mouvements que sont François Asselineau et Florian Philippot, auraient tous les deux été candidats et potentiellement tous les deux élus. Voilà un peu la base de cette action. Et on a fait un travail citoyen, donc de médiation citoyenne pour arriver à ça. Et voilà, on arrive un peu à l'heure du bilan. On va peut-être commencer simplement avec Stéphane qui va rapidement rappeler pourquoi on s'est mobilisé sur ces questions-là et plus particulièrement sur le thème du Frexit. Euh, alors que nous, on n'est pas spécialement partisans, en tout cas, on n'est pas dans des partis politiques, mais en quoi des mouvements citoyens comme les nôtres et ce qu'on fait dans nos actions régulièrement est pertinent, voilà, de se mobiliser sur ce sujet-là. Donc moi c'est Pascal. Pascal, pardon, j'ai dit Stéphane, excuse-moi. Ouais, en fait, moi je voulais revenir déjà sur le Frexit. Donc là on est en conférence de presse. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de presse mainstream comme on le dit. Et c'est toujours important en fait de revenir sur ce qu'est le Frexit parce que ça fait encore très peur. Ce mot fait très peur aux Français. C'est pas pour rien qu'on se lance dans cette idée de rassembler ces deux listes Frexit. C'est parce que pour nous, ce mot a vraiment un sens. Notamment parce que donc il y a le référendum de 2005 qui a été violé en 2018 sous Sarkozy. En termes de démocratie, on se dit que c'est un véritable problème. Les Français n'ont pas accepté ce texte et on est entré dans les traités de l'Union européenne qui ont plein de défauts. Notamment donc on a un certain nombre de sujets. Ça va toucher l'emploi. Alors j'avais noté les articles, mais pour aller vite, je vais pas forcément les citer. L'UPR et les Patriotes font un excellent travail là-dessus. Donc l'emploi, le social, les services publics, la monnaie, la dette, la paix, la souveraineté nationale, l'agriculture, la santé, la promotion du libre-échange, vraiment sans limite partout. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles l'Union européenne nous entraîne, quoi qu'on veuille. On se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas un peuple uni européen, il y a des différents peuples avec différents intérêts. C'est ce qui fait la richesse d'ailleurs de l'Europe, du continent de l'Europe. Et donc, en fait, avoir une politique unique pour l'ensemble de tous ces pays, c'est marcher sur la tête. L'idée, c'est plutôt d'aller sur des alliances qui sont par rapport aux intérêts de chaque pays. Bien sélectionnés. Euh, Là, en fait, on arrive aux élections européennes dans lesquelles on va élire donc les députés européens. Il faut savoir que c'est le seul aspect entre guillemets démocratique de l'Union européenne qui est vraiment un machin beaucoup plus large avec plein de sous-systèmes et notamment on a la Commission européenne qui elle a vraiment le rôle le plus important. En tant que députés européens, finalement, le gros problème, c'est que eux ne peuvent pas porter des idées, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas présenter des lois, ils n'ont pas l'initiative pour présenter les lois. Ils sont là seulement pour les débattre, les amender et les approuver. L'Union européenne aussi, c'est un lieu dans lequel on retrouve un très très grand nombre de lobbies qui ont une influence très importante. Et donc, on se rend compte que c'est aussi finalement les entreprises privées qui vont en fait influencer les choix qui vont retomber sur chacun des pays européens. On a ce qu'on appelle les GOP, qui sont les grandes orientations politiques et économiques de l'Union européenne, qui sont en fait chaque année des recommandations qui sont que l'Union européenne donne à chacun des pays et qui finalement va influencer la politique du pays. Et si ces GOP ne sont pas respectés, les pays doivent payer des amendes. Une autre chose, c'est que donc l'Union européenne ne produit rien en soi. Donc en fait, ça nous coûte de l'argent, ça nous coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Simplement, voilà, pour faire fonctionner ces institutions, mais l'Union européenne ne crée rien. Et pourtant, elle met son drapeau aux étoiles d'or partout où elle passe. Euh, on a donc aussi un système qui est autobloquant dans le sens où, de par ces traités, en fait, la seule façon de modifier ces traités, c'est d'avoir l'unanimité des pays qui seraient d'accord.
Et vu le nombre en fait de pays qu'il y a dans l'Union européenne aujourd'hui, c'est complètement impossible que tous se mettent d'accord pour changer ne serait-ce qu'une virgule des traités. Donc c'est vraiment très problématique. Euh, on ne peut pas non plus sortir de l'euro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traité, il n'y a pas d'article qui permet de sortir de l'euro. Donc le seul moyen, si on voulait sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne. Euh, et, euh, et donc voilà, ce qu'on voit, c'est que tous les partis qui vont proposer une autre Europe, ben, on voit ça comme du mensonge parce qu'en fait, ils en sont incapables parce qu'on ne pourra pas modifier les traités. Déjà entre Français, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors avec tous les pays de l'Union européenne, c'est impossible. Et donc pour terminer sur cette idée de Frexit, il y a quand même un article qui s'appelle l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui permet de sortir de l'Union européenne. François Asselineau s'en est emparé à l'époque, Florian Philippot aussi. Et donc c'est la moyenne, le moyen le plus serein finalement de sortir de l'Union européenne sans se fâcher avec ses voisins parce que voilà, quand bien même on quitterait l'Union européenne, on restera voisin de ces pays. L'idée c'est de continuer à échanger avec eux et justement de trouver les partenariats qui nous intéresseraient. Donc c'est pas du tout de se replier sur soi-même comme certains pourraient le penser. C'est pas du tout la Corée du Nord. L'idée c'est de s'ouvrir aux différents pays selon les intérêts et pas de se limiter seulement à l'Union européenne. Donc voilà pour un peu une sorte de résumé sur la notion du Frexit. Particulièrement, on va envoyer cette vidéo aux différents médias. On aurait bien aimé avoir des journalistes de mainstream ici, parce que ces sujets ne sont que très 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 peu traités sur les ondes. Et, euh, et donc voilà, ça me semblait important de le rappeler. Qu'est-ce qui nous motive finalement déjà d'aller dans cette direction. Est-ce que tu veux continuer, Lionel? Ouais, ouais, ouais. Ben, moi, je vais parler de quelque part de l'action en elle-même dans sa pratique, euh, dans le sens où, pour moi, on a démonté, je pense, tous les arguments qui sont répétés à l'envi sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'à partir du moment où on répond sur les réseaux sociaux, où on discute avec les gens qui sont contre l'idée d'une alliance. D'une part, on se rend compte très rapidement que c'est essentiellement, je dirais peut-être à 95 ou 99%, des militants UPR. Première chose. Deuxième chose, euh, il y a un certain nombre d'arguments qui reviennent de manière très très régulière, qui ont été que tu as listés justement, et je pense sincèrement qu'on les a plus ou moins tous démontés, y compris celui d'une hypothétique opposition contrôlée, qui se dépasse par l'alliance. C'est-à-dire le but d'une opposition contrôlée, c'est nécessairement la division et l'échec. À partir du moment où il y a alliance, bah, il y a un succès, et donc on dépasse l'opposition contrôlée. Bon, donc, le nombre de militants UPR qui sont contre l'alliance, en tout cas qui répondent sur les réseaux sociaux. Deux, au niveau des cadres du parti, on a aussi eu des contacts du même type, en fait, de gens qui ont conscience d'aller à un échec plus que probable, c'est-à-dire qu'ils escomptent 3,5, 4%, et à aucun moment il y a personne qui nous a dit en toute confiance on va dépasser les 5%. Donc à partir du moment où on part vaincu d'avance, c'est pas raisonnable. Il y a rien de raisonnable là-dedans. Il y a quelque chose qui est au-delà de la raison. Et donc, ce qui pour moi a été le plus, et d'ailleurs Jean-Maxime Corneille, j'ai vu ça, a été choqué là-dessus, et parce que il s'attendait pas spécialement à ça. Il a parlé de partisianisme, lui, et c'est l'émotion. En fait, il y a quelque chose d'émotionnel. Alors, on n'a pas moi, j'ai pas vraiment compris quels étaient exactement les ressorts de ce qui s'était passé en sous-main. Mais apparemment, il y a des histoires de dossiers, de choses. Bon, et j'ai envie de dire, on s'en fout complètement. On s'en fout. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Vous êtes constamment les uns et les autres, et là je parle spécifiquement à Monsieur Asselineau, sur les réseaux sociaux, à la télévision, partout où vous avez éventuellement la parole, à sonner le tocsin, à dire il y a alarme, il faut réagir. Et par rapport à ça, il y a un moment où éventuellement on se calme,
surtout quand on est chef de parti et qu'on prétend effectivement être en position de sauver la France d'une possible oppression, ou même d'une échéance assez catastrophique qui est celle de la guerre en fait, parce qu'il faut être très clair. La façon dont la France s'est fédérée après la Révolution française, c'est beaucoup au travers de la guerre, et je crains que le projet pour l'Europe fédérale, pour la fédération entre guillemets des peuples d'Europe, ça soit essentiellement celui-ci, c'est-à-dire celui de la guerre. À part ça, enfin bon. Donc quand on parle de cette échéance-là, qu'est-ce qui fait qu'on s'assied pas 5 minutes pour se dire, ok, bon, là c'est les élections, il y a un moment qui est très court, il y a une possibilité technique qui est telle que tout est fait, il y a aucune raison raisonnable d'éviter l'alliance et de se chamailler comme des gamins. Donc c'est l'émotion. Pour moi, c'est uniquement ce qui reste à la fin, c'est l'émotionnel, et donc quelque chose qui est inexplicable. J'ai entendu d'autres militants parler de secte. Je pense que c'est un mot qui est intéressant à dire. Moi, j'ai l'image en tête des lemmings, c'est-à-dire c'est une espèce de légende, mais de petites souris là, norvégiennes qui font une espèce de colonie comme ça, et qui seraient suicidaires, qui iraient se jeter dans la mer. C'est un peu cette image que j'ai aujourd'hui de l'UPR, que j'ai acquise en fait au travers de cette expérience d'Alliance Résistance. Voilà. Alors, lors d'une manifestation qu'on a fait devant le siège de l'UPR, parce qu'on en a fait deux, on a parlé notamment des aspects psychologiques aussi qui peuvent jouer, et le biais d'engagement. L'UPR, en fait, depuis bien longtemps, dit qu'elle ne veut pas faire alliance avec Florian Philippot, et à force de le dire, de le redire et de le redire, elle s'est convaincue, et elle a convaincu un grand nombre de ses partisans que c'était impossible. Et du coup, le retour en arrière n'est plus possible parce que l'UPR s'est trop engagé. Et c'est vraiment un biais psychologique qu'on retrouve vraiment chez l'humain. Et je pense qu'il joue aussi à côté de ce côté vraiment émotionnel, et je pense de personnes qui se sont senties blessées par rapport à des actions que les uns et les autres ont pu faire. Je voudrais compléter ça en fait en redétaillant exactement ce qu'on a mené, pour que peut-être ça précise exactement les actions qu'on a menées. Et la première chose, ça a été la légitimité pour qu'on le fasse. Donc on est des citoyens, et notamment avec Lionel et Jean-Marc qui est pas là aujourd'hui, on a porté des listes citoyennes. Pascal fait partie de groupes citoyens, notamment on peut le dire avec Vigimedia. Oui, tout à fait. Et j'ai aussi un conflit d'intérêt parce que je suis à l'UPR. Et il est adhérent à l'UPR. Et donc on a une expérience politique pratique, puisqu'on a fait en total 3 élections avec FDD, dont Lionel était tête de liste. On avait réussi à mobiliser des gens dans toute l'Île-de-France pour distribuer tous les bulletins de vote. J'ai participé personnellement à des départementales et aux législatives, donc on a cette expérience-là, on sait ce que représente une élection, les enjeux, les biais qu'il y a dans les élections, etc. Donc c'est avec cette légitimité-là qu'on est allé faire cette action, et on parle beaucoup de l'UPR parce que dès le départ de notre démarche, on a pris contact, on a essayé de prendre contact avec les deux partis, et il faut reconnaître que c'était plus simple de contacter les patriotes parce que du fait qu'ils aient participé à des manifestations là pendant toute la période du Covid et encore maintenant, sont des gens qui sont entre guillemets plus sur le terrain. C'est pas qu'Asselineau n'est pas sur le terrain, il fait des conférences, etc. Mais voilà, on connaît plus facilement des gens qui cadrent auprès des patriotes. Donc on a eu une réponse assez rapide avec alors je dois le dire, quels que soient les partis politiques d'ailleurs, qu'ils soient patriotes, UPR ou les autres, les citoyens sont toujours accueillis avec méfiance, ou on n'est pas toujours très bien accueillis. Mais ça n'a pas d'importance. Je peux comprendre aussi que les partis se méfient, soient prudents, etc. Et justement, Lionel parlait d'émotion. Notre but n'était pas de mettre de l'émotion là-dedans. Donc quel que soit l'accueil qu'on recevait, on restait dans notre démarche. Donc on a quand même eu un premier contact avec les patriotes qui semblait intéressant. Et donc on s'est tourné vers le parti avec qui on n'arrivait pas à avoir de contact, qui était l'UPR. Alors, pour se faire connaître, on a eu, et d'ailleurs merci à François qui est là, les êtres présents, ont accueilli une première intervention médiatique avec Lionel et Jean-Marc, qui a été un premier déclencheur pour donner un peu d'écho à cette action. À la suite de ça, on a pu passer chez Radio Courtoisie et Géopolitique Profonde. On a comme
Pascal l'a dit, organiser un rassemblement devant l'UPR, et nous n'arrivions pas à communiquer directement avec l'UPR, et il faut le dire particulièrement avec François Asselineau, parce que ils disent qu'il y a un bureau politique. Il faut reconnaître que c'est quand même François Asselineau qui a une voix en tout cas prépondérante et ce qui est normal. Nous, c'est pas un reproche que celui-ci. Donc ensuite, on a réussi à mobiliser. Alors là, je suis désolé, je sais que c'est une conférence de presse et qu'on voudrait de l'information, mais on a réussi à mobiliser une personnalité citoyenne qui est connue, qui ne veut pas être, dont le nom ne veut pas être donné public puisque l'alliance ne s'est pas faite, qui était prête à être sur la liste s'il y avait alliance. Et donc, personnalité publique de premier plan. voilà, une personnalité publique de premier plan, plutôt issue des réseaux et citoyens et résistants, mais c'était une personnalité de premier plan à tel point qu'il y a eu une rencontre entre cette personnalité et notamment François Asselineau, qui n'a pas abouti. Et effectivement, ce qui a bloqué, c'est le conflit entre François Asselineau et Florian Philippot. Et ensuite, nous avons organisé un dernier rassemblement, c'était vendredi, à la permanence de l'UPR. Alors ils avaient fermé la permanence parce qu'on était présents, donc on a commencé à être vus comme des trouble-faits, alors que vraiment notre démarche était une démarche de médiation. Donc on a quasiment vu personne. On a essayé Stéphane qui était présent, gilet jaune, avait des contacts avec des gens de l'UPR, donc il a réussi à appeler des gens qui étaient à l'intérieur. Enfin bon, bref, tout ça était un petit peu ridicule, il faut quand même le dire, dans leur posture, et ça n'a rien abouti à rien. Sauf que le hasard a fait qu'en repartant de ce rassemblement, j'ai croisé François Asselineau dans la rue. Donc j'ai pu discuter avec lui dans la rue. Je rentrerai pas dans les détails des réactions, mais enfin voilà, elles sont celles que vous connaissez, qu'il a d'ailleurs parfois dans les médias, donc qui est épidermique à l'égard de cette question. Mais j'ai quand même essayé de discuter. Et j'avais deux questions pour moi qui paraissaient importantes dans notre démarche, nous qui avait un côté rationnel dans notre démarche, c'était vont-ils avoir les professions de foi envoyées chez les électeurs? Parce que de notre expérience, on a des listes citoyennes qui ont fait avec et des listes citoyennes qui ont fait sans, c'est-à-dire sans distribuer les professions de foi. Et en gros, c'est du simple au double le résultat. Donc la profession de foi est un élément très important. Il ne m'a pas répondu sur ce point-là, mais j'ai cru comprendre l'autre jour dans une intervention télé que c'était pas sûr qu'il les aurait. Et nous, l'objectif de l'alliance, c'était aussi une alliance financière. Ah oui. Et ensuite, je l'ai questionné sur s'il pensait sincèrement qu'avec deux listes Frexit, malgré la dynamique qu'il évoque au sein de son parti et de ses campagnes, que je veux bien croire, hein, il serait capable de faire plus de 5%. Et là, la réponse a été ni oui ni non, mais ça a été, si on ne le fait pas, il faudra en vouloir à Monsieur Philippot. Voilà. Et la conclusion qu'on a, qui est très surprenante pour moi, c'est que ce que j'apprécie beaucoup dans le travail de l'UPR et de François Asselineau, c'est un rappel de ce qu'est la France, et notamment son rôle diplomatique dans l'histoire du monde et même l'histoire récente, et que justement c'est un problème qu'on a aujourd'hui d'avoir une diplomatie française à la ramasse. Et on constate finalement que par la pratique, François Asselineau a du mal à avoir de la diplomatie, puisque en diplomatie, il faut bien sûr défendre ses intérêts, mais ne jamais rompre la communication et le dialogue avec un interlocuteur, même si on est en opposition. Or là, ce qui s'est passé, et ça rejoint le biais psychologique qui a été évoqué tout à l'heure, eh bien, ils rompent la discussion, ils rompent le dialogue avec une liste sur lesquelles ils ont énormément d'intérêt commun. Et donc, ce qui est regrettable, c'est que peut-être que l'analyse qu'ils ont de Florian Philippot et des Patriotes est vraie et que aucune alliance n'aurait été possible. Mais nous, notre première étape était simplement de vouloir les mettre autour de la table. Peut-être qu'une fois autour de la table, Florian Philippot aurait eu des demandes inconsidérables et inacceptables et ça n'aurait pas abouti. Mais nous ne sommes même pas arrivés à ce stade-là. Et finalement, c'est ça qui est malheureux. Ce qui est dommage, c'est qu'on est terminé en étant perçu notamment de la part de l'UPR et de François Asselineau vraiment comme des opposants et des adversaires, ce qui n'est pas le cas. On a décidé de faire ça en amont de la fin des listes. On va pas faire campagne contre l'un ou l'autre à l'issue de cette action. Et donc, en désespoir de cause, on s'est dit bon, on avait utilisé cette personnalité citoyenne qui était d'un premier plan, qui intéressait un peu tout le monde. En interne. On a mobilisé les différents réseaux qu'on avait, les médias, François, Radio Courtoisie, Géopolitique Profonde, etc. Donc à un moment donné, on était un peu à bout de souffle et on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est dit, bon, bah, contactons Nigel Farage, puisque Nigel Farage est revendiqué comme une personnalité emblématique
sur ces questions-là. À noter d'ailleurs que Nigel Farage a des positions assez radicales sur le conflit israélo-palestinien, qui, je pense, ne serait pas en adéquation avec la vision assez neutre de François Asselineau sur ces questions un peu clivantes. Et donc, ça note bien que François Asselineau est prêt à soutenir des gens avec qui, éventuellement, il aurait des désaccords sur d'autres sujets politiques. Donc, on a écrit à Nigel Farage en lui demandant de servir de médiateur. Nous avons eu une réponse quand même, qui est une demi-réponse, mais il nous a quand même répondu. Je vous traduis un petit peu sa réponse. Ma demande était qu'il vienne nous aider pour faire cette médiation. Et il m'a répondu: Cher Martin, merci pour votre message et votre email. Il y a un vrai problème en France parce qu'il y a trop de partis eurosceptiques et trop de gros égos. Voilà. Et donc ça veut dire que même cette personnalité un peu lointaine identifie cette division sur ce sujet-là et qui rejoint ce qu'a évoqué Lionel, qui est de l'émotionnel. Et effectivement, donc après il me répond qu'il a travaillé avec Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot, j'imagine dans le cadre d'événements politiques, notamment puisque Florian Philippot était au Parlement européen et qu'il connaît les autres eurosceptiques célèbres. Et il est trop occupé avec ce qu'il doit faire en Angleterre et en lien avec les États-Unis. Je pense qu'il se mobilise sur la campagne de Trump ou je sais pas. Voilà. Il n'est pas intervenu plus que ça, mais voilà, il nous avait quand même répondu, il avait quand même identifié ce problème. Et donc, ça revient sur la question de l'émotion. Et je trouve que c'est amusant que finalement ce soit des partis citoyens qui sont, on est plus en première ligne de l'émotionnel de la situation politique dans laquelle on vit. Non pas que les hommes politiques s'en soient totalement détachés, mais on participe à des collectifs qui mènent des actions, qui galèrent à mener leur action parce que se sentent assez seuls. Et finalement, c'est nous qui avons eu la parole la plus posée dans toute cette action, et que il y a un vrai manquement, une vraie déception de ce côté-là, et notamment il faut le dire de la part de François Asselineau. Voilà, on a essayé ce qu'on évoquait tout à l'heure de faire de l'influence citoyenne, du lobbying citoyen. Parfois le terme choque un petit peu, et on a fait vraiment de la diplomatie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous ont été dites qui pourraient être désagréables et qui mettraient une mauvaise image aux deux parties qu'on ne transmet pas, parce que les échanges qu'on a en interne, c'est pas qu'on veut pas les révéler, c'est que il faut avoir des espaces où les gens sont libres d'exprimer tout ce qu'ils veulent dire, leurs griefs, et à un moment donné, il faut faire une distinction entre cette parole-là, en privé, en interne, et une parole publique. Et la conclusion, c'est que à l'instant T, et on espère que ça changera, François Asselineau n'arrive pas à faire un distinguo entre cette politique interne qui existe, hein, les trahisons en politique, les coups bas, les manipulations, les oppositions contrôlées, tout ça existe, mais c'est millénaire, donc à un moment donné, ça ne disparaîtra pas. Et l'incapacité de se dire, il faut arriver à naviguer avec cette réalité-là, qui est une réalité, et puis avoir une parole publique qui mobilise les citoyens. Et nous, notre vraie conclusion, c'est qu'on est face, non pas à notre échec à nous, nous finalement, on a réussi notre action, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, on a agressé personne, on a été vindicatif à l'égard de personne. C'est un échec pour les gens qui soutiennent le Frexit, puisqu'ils ne vont pas faire 5%. Donc c'est peut-être un échec pour les militants parce qu'ils vont perdre leur entre guillemets l'argent qu'ils donnent au parti, puisque là on parle de sommes de centaines de milliers d'euros. S'ils font pas 3%, qui vont donc partir aux oubliettes. Dans une période où les gens sont en difficulté financière, nous on en côtoie beaucoup. Moi ça me paraît assez choquant. Et puis voilà, c'est la France qui va perdre. Voilà. Et eux, les partis, vont se maintenir dans ça. Donc nous, on a réussi notre action de ce point de vue-là. Ça n'a pas abouti, et peut-être qu'après là, sauf si quelqu'un veut compléter, il y a la suite de ce qui est faisable. Je voudrais compléter sur ce qui me paraît le plus important, c'est de tirer les conclusions qui s'imposent. C'est-à-dire que François Asselineau se vante beaucoup de son ancienneté, de 17 ans de militantisme, et ce qu'il oublie de mettre en avant, et qui me paraît aussi important, c'est qu'il y a 0 élu de l'UPR, il n'y en a jamais eu. Là, il y avait l'occasion qu'il y ait des élus de l'UPR au Parlement européen, et qui est la stratégie majeure de son parti, c'est-à-dire la stratégie à la Nigel Farage, la stratégie qui a été utilisée pour le Brexit, c'est-à-dire d'aller au Parlement européen pour avoir une tribune et faire avancer ses idées. Sauf que, là on est le 13 mai, moi je continue d'espérer un miracle, mais le 17 mai c'est tout bientôt, 17 mai 18h, on sait jamais, hein, mais voilà,
croise les doigts, super, on fait une prière. Euh, mais après, c'est les conséquences des échecs. Les échecs à répétition, au bout d'un moment, comme disait Einstein, il faut peut-être arrêter de penser que la théorie est bonne. Quand il y a des échecs à répétition, c'est que quelque part, il y a de la folie. Tout à l'heure, j'ai dit un mot qui est très fort, c'est celui de secte. Euh, et j'ai employé l'image des Lemmings. C'est sincèrement, hein, c'est une assez bonne description. Parce qu'il y a quelque chose de répétitif dans la façon dont les arguments sont avancés. Il y a quelque chose de répétitif dans l'émotion qui est portée. Et c'est tout sauf constructif. C'est autodestructeur pour moi. Donc, il y a un moment où il faut dépasser l'échec. Et si c'est impossible de le faire à ce moment des élections, il faudra en tirer les conclusions. Il faudra que les gens, que ça soit au sein de l'UPR, je prie pour que ce soit le cas. Je sais par exemple que le jeu, quand les gens qui ont une addiction au jeu, et qui ont perdu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, plus ils s'entêtent à jouer et à perdre l'argent de leur famille dans le jeu, plus c'est difficile pour eux de décrocher. C'est comme ça que se construit l'addiction dans un rapport à l'orgueil qui est complètement autodestructeur. Ça me paraît extrêmement important, d'autant plus qu'à la base, il y a beaucoup de bonne volonté, il y a une vision très claire de la réalité économique, sociale, politique, etc. au sein de l'UPR. Je partage toutes leurs idées. C'est simple, je suis en 100% d'accord avec l'UPR. Et on s'entend avec les militants qu'on a rencontrés, hein. On a eu des échanges avec des militants, ça c'est... Alors moi, je voudrais souligner justement que là-dessus, on parle bien des têtes dirigeantes et de certains qui crient plus fort sur les réseaux que d'autres. On a pu rencontrer, alors moi pour ma part, voilà, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes qui sont à l'UPR et qui en effet, ça les embête vraiment. Qu'ils se fassent entendre, qu'ils se fassent entendre. Et justement, notre démarche, alors malheureusement, c'est pris trop tard. Oui, ça c'est notre erreur. Ça c'est une erreur qu'on a pu faire. Mais notre démarche était vraiment justement pas simplement nous avec nos petits bras essayer de porter cette idée-là, mais que ça puisse remonter du bas vers le haut, que ce soit donc simplement les sympathisants du Frexit de façon générale, mais aussi les adhérents, voire ceux qui vont plus loin, ceux qui voilà, que ça remonte en fait du bas vers le haut. On n'a pas forcément eu ce temps-là. Et encore une fois, il faut vraiment pas faire d'amalgame entre les gens qui ont adhéré à l'UPR et qui suivent l'UPR et ceux qui font ces choix-là et qui les portent et ceux qui les répètent. Peut-être, je sais pas, juste pour donc donner une suite à ça. Nous, notre action de ce point de vue-là, bon, on s'arrête entre guillemets. Effectivement, c'est jusqu'au 17 mai, mais récolter des CERFA, il faut des CERFA originaux, tout ça, donc ça se fait pas en 2 heures. Donc, a priori, il y aura pas de bascule. Et puis, les dernières prises de position médiatiques publiques, notamment de François Asselineau, vont pas dans le sens d'un changement. On voulait relayer aujourd'hui une initiative qui est indépendante de ce qu'on a fait nous, mais qui est donc dans ce prolongement-là. C'est un citoyen qui s'appelle Enguerrand, qui a mis en place un robot sur Telegram qui s'appelle Info Primaire Frexit. Donc on va essayer de l'aider avec les contacts qu'on avait éventuellement François et puis les autres médias qui nous avaient accueillis pour éventuellement qu'il puisse l'accueillir lui, qui organise une primaire Frexit pour ces européennes en ligne, uniquement sur Telegram, puisque Telegram permet d'avoir un seul quasiment, enfin c'est compliqué de truquer avec Telegram, puisque c'est un utilisateur, un numéro, donc ils peuvent s'assurer que c'est un utilisateur français, ou en tout cas quelqu'un qui a une ligne française. Ou des dom-toms. Ou des dom-toms, voilà, ils ont intégré ça. Et le principe, je veux pas rentrer dans le détail parce que c'est pas notre projet, mais le principe de cette action, c'est que les gens vont pouvoir à partir du 20 mai, où les listes seront totalement définitives, voter uniquement pour les listes Frexit. Hein. Donc il va attendre que tout le monde soit en lice pour qu'il identifie les listes Frexit. Quand vous êtes utilisateur, vous vous engagez à respecter la charte, c'est-à-dire que vous allez vous voter pour un candidat dans cette primaire et vous vous engagez ensuite à voter pour le gagnant de cette primaire. Donc voilà, ça part sur la bonne foi, mais on l'a rencontré hier à une réunion et il disait, je pense que les gens qui sont résistants sont de bonne foi et donc les gens respecteront ce vote. En tout cas, ça sera l'occasion peut-être
d'aider à ne pas disperser ces voix du Frexit. Et donc, pour que cette action marche, il faut qu'il y ait un maximum d'utilisateurs. En fait, là, je crois qu'ils sont à 2000 et quelques utilisateurs. Je pense qu'il faudrait qu'ils aient une dizaine, voire une centaine de milliers d'utilisateurs pour que ça soit un peu probant. Donc, voilà, ça a du poids. Et ensuite, il y a les listes citoyennes qui vont se porter. Il y a Jean-Marc Tran qui était avec nous sur cette action, qui va tenter d'une manière ou d'une autre. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu incertain, donc on rentre pas dans le détail, mais il va essayer de communiquer auprès de ce qu'on appelle les abstentionnistes, même si c'est un peu vague comme définition. En tout cas, d'aider les gens à les aiguiller vers des listes réellement résistantes et peut-être éviter que certaines personnes qui pensent que des mouvements comme le Rassemblement national ou Reconquête sont des mouvements souverains, il va essayer de les rediriger vers des listes plus souveraines, que ce soit Patriotes, UPR ou des listes citoyennes. Donc ça illustre d'ailleurs un peu peut-être pour conclure que nous n'étions absolument pas dans une démarche d'opposition avec ces partis, mais bien d'une proposition stratégique qui aurait créé une dynamique autour du Frexit et qui aurait été majeure pour eux. Et donc, maintenant qu'on arrive au terme de ça, on va pas faire campagne pour l'un ou pour l'autre. Et d'ailleurs, on espère, on espère qu'il va pas y avoir en interne, publiquement, mais une campagne dans la campagne pour que dénigrer l'un ou l'autre des partis Frexit de la part de l'UPR ou des Patriotes, ce qui serait ridicule. Ce serait une perte de temps, d'énergie, de salive pour des sujets importants. Voilà. Je sais pas, peut-être s'il y a des questions. Ça fait une demi-heure, on a fait deux. Ça peut paraître totalement absurde, mais je continue d'espérer qu'il y ait, au-delà de l'alliance, éventuellement une des deux listes. Ça peut paraître totalement absurde, mais au moins une des deux listes qui est suffisamment, j'ai envie de dire, l'amour de la France et la conscience des véritables enjeux. Quand je parle de l'amour de la France, je dis notre communauté nationale dans sa globalité. Je parle de choses très simples comme boire un petit café en terrasse, etc., etc. Je pense que on a oublié, on est une génération qui ne sait pas ce que c'est que la guerre, et on a du mal à imaginer vers quoi un certain nombre de gens cherchent à nous emmener avec cette Europe fédérale. Donc je continue d'espérer que des gens qui a priori ont conscience de cet enjeu vont faire le nécessaire jusqu'au bout, y compris en abandonnant leur candidature. C'est-à-dire qu'il faut garder, je pense aussi, l'espoir qu'il y ait un moment ou un autre où une des deux listes, consciente de l'enjeu, se retire. Voilà. Moi, c'est pour moi quelque chose, une des deux listes ou une des troisièmes, parce qu'il y a aussi France Libre. Je pense que c'est extrêmement important c'est une possibilité de la victoire aussi. Et en cas de retrait, que les militants de l'autre liste ou des autres listes se reportent, bien évidemment, sur celle qui serait restée. Et ça serait salué par le public d'ailleurs. Oui. Ça serait une énorme preuve de courage. Donc petite dédicace personnelle donc à François Asselineau et donc à Florian Philippot. Donc un texte qu'a prononcé Charles de Gaulle. Si la France a pu participer à la victoire, c'est parce que tous ses combattants, oubliant leurs divisions et divergences, n'ont mené qu'un seul combat. Alors sur le fond, que se reprochent les candidats, donc plutôt que reproche Asselineau au programme des Patriotes, puisque donc on comprend qu'il y a quand même une valeur commune avec ce Frexit. Est-ce que derrière ce sont les sujets sur l'immigration où Philippot et les Patriotes s'expriment peu, mais on peut imaginer que beaucoup viennent du Rassemblement national où il était à l'époque. Qu'est-ce qui a été dit dans les coulisses? Alors, il y a ce qui est plutôt public, c'est que les patriotes sont associés à l'extrême droite, que Philippot aurait dû rejoindre l'UPR et ne pas créer un mouvement politique. Principalement, c'est ça. Je ne pense pas que les militants patriotes soient issus du Front National, du RN. Je pense qu'une grande partie de la base s'est construite au moment des manifestations anti-pass. Nous, on a eu des gens qui nous ont côtoyés là dans cette action, qui sont d'ailleurs encartés et à l'UPR et aux Patriotes. Mais le plus profond, c'est que Philippot serait une girouette, qui change de position politique trop facilement. Ce qui est discutable parce que dès 2005, il était étudiant à HEC et il s'est opposé au traité européen. Il a été interviewé pour ça. Donc bon,
c'est discutable. Maintenant, il a une stratégie politique différente de celle de l'UPR. Et je dirais qu'en interne, et c'est pour ça que Lionel a parlé d'émotion, il s'est passé quelque chose au sein de l'UPR en 2020, avec notamment François Asselineau qui a été inquiété pour des histoires de harcèlement. Alors moi, j'ai pas suivi où en est cette action, enfin ces plaintes. Il me semblait que ça n'avait pas abouti et que c'était infondé. Mais visiblement, il reproche aux patriotes et à Florian Philippot d'avoir été membre de cette initiative de déstabilisation. Voilà. En tout cas, pour Monsieur Tout le Monde, c'est vrai qu'il peut y avoir cette étiquette d'extrême droite qui fait vraiment peur, et notamment pour ceux qui sont de gauche. L'UPR se présentant finalement comme un parti divers qui accueille finalement toute la France. Mais attention, parce que Florian Philippot se présente aussi comme ne se présente pas comme un parti. Mais il a cette étiquette malheureusement qui, pour certains, peuvent les arrêter. Ce qui est discutable parce que on peut pas critiquer le système. Donc Asselineau critique beaucoup le système et à juste titre, de fait qu'il n'est pas invité par exemple, de critiquer le système et puis en même temps de temps en temps d'utiliser ses grilles de lecture. Moi, je pense que tout ça est très contradictoire parce que j'ai vu une vidéo disant que Philippot n'avait pas, enfin que l'UPR avait invité Philippot à rejoindre le mouvement, son mouvement. Ensuite, une autre où Philippot n'avait créé son parti avant et qu'après il avait rencontré. Enfin, tout ça est très et on tombe un peu dans du mélo. Enfin, c'est un peu soap opera d'un seul coup. C'est un peu amour, gloire et beauté. Et c'est un peu ridicule en fait. Nous, c'est ça qu'on a essayé de leur témoigner, c'est que c'est de l'entre-soi, que pour être élu, pour avoir 5%, il faut 1 million de voix. 1 million. Donc c'est pas les 40 000 militants qui changent quelque chose. Ils sont là pour faire fonctionner le parti et tout ça. Mais à la fin, il faut créer une dynamique. Cet entre-soi est contre-productif. Voilà. Alors ces arguments, les amis, dans notre dossier de presse, qu'on mettra en pièce jointe, voilà, vous pourrez consulter de toute façon. Moi, je voudrais revenir juste de façon synthétique sur le fait qu'il n'y a aucun de ces arguments qui soit rationnel. J'ai eu la sensation en face de moi d'avoir le même type de conversation que j'ai eu pendant la période Covid avec un certain nombre de personnes. Et pour moi, c'est pas de la rationalité, c'est pas de la raison, c'est de la ratiocination. C'est une espèce de raisonnement qui a l'apparence de la raison, mais qui est une espèce de boucle qui tourne en rond et qui, une fois qu'elle est pointée, une fois qu'il y a un peu d'éclairage dessus, tout de suite il y a l'émotion qui sort. Et donc il y a aucun argument raisonnable. Et les arguments doivent être toujours examinés à la lumière d'une situation. C'est-à-dire que, vu la situation qui est dite par ailleurs, il conviendrait que les arguments soient suffisamment forts pour qu'ils aient un sens pour le grand public. Là, les histoires... ça n'a aucun sens. D'autant qu'encore une fois, c'est 5%, 5 élus. Donc quand bien même Florian Philippot changerait d'un seul coup de cheval et deviendrait pro-européen, ce qui me paraîtrait invraisemblable, mais bon, admettons, eh bien, il aurait été élu, François Asselineau aurait été aussi élu. Donc ça n'est effectivement pas cohérent. Voilà. Et un des derniers arguments, je crois que c'est que Jean-Frédéric Poisson n'était pas quelqu'un du Frexit, mais il a signé là dans le cadre de cette élection un protocole avec les Patriotes disant qu'il est pour le Frexit. Enfin voilà, c'est ridicule. Nous, on est des citoyens engagés et par exemple pendant la crise du Covid, on s'est appuyé sur les travaux de Virginie Joron et de Michel Rivasi. Moi, je n'ai pas voté pour eux, c'est pas des candidats que je soutiens. Michel Rivasi maintenant est décédée, mais elle avait reproché au CSI d'être un rassemblement d'extrême droite, ce qui n'était pas le cas. Ça n'empêche que son travail sur les liens entre l'Union européenne et Pfizer sont pertinents. Et c'est dans ce sens que nous sommes plus adultes que ces mouvements politiques, c'est que nous comprenons le fait qu'à un moment donné, on peut avoir une interaction avec des gens sur lesquels on a, sur d'autres sujets, des désaccords. Et il n'y a pas besoin, comme le dit l'UPR, qu'il n'y ait un seul parti. C'est contre-productif, c'est contre la nature humaine. Il y a des individus qui ont besoin d'un espace propre pour développer leurs idées. Et c'est comme dans les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas toutes concurrentes. De temps en temps, elles sont en concurrence et de temps en temps, elles se rassemblent pour des questions syndicales, pour des salons, pour mettre en avant une activité. Et c'est la même chose avec les partis politiques. Et nous, c'était ça qu'on leur proposait. C'était cet espace où, à un moment donné, ils se mettent ensemble et ils auraient bénéficié d'une dynamique qu'ils ne voient pas, je pense, qui sont des citoyens qui ne sont pas partisans et qui auraient été ultra mobilisés. Et aujourd'hui, moi, les gens avec qui je discute, même si l'exemple personnel a ses limites, sont des gens qui sont un peu désabusés, même par ces listes résistantes, en disant,
c'est ridicule qu'ils soient pas capables de se mettre d'accord. SFR, Bouygues, etc. À un moment, ils ont fait des ententes Bah oui. commerciales. Pourquoi les partis partisans du Frexit n'ont pas été capables de faire une alliance alors que d'énormes boîtes avec des intérêts complètement opposés et qui sont réellement en guerre pour le Ou la coup, NUPES, même pour prendre des exemples politiques. c'est La NUPES, incroyable, la NUPES. Oui, voilà, la NUPES a fait une alliance, très, très c'est clair. ça notre Il y a des exemple. tas de gens dedans. Et à un moment donné, il faut être pragmatique. Et ils ne l'ont pas été. Et très rapidement, justement, là, on voit, que c'est encore Romain Poc pour François. Qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on peut imaginer comme petite technique pour plus tard, pour permettre aux gens de ne plus se diviser quand on partage de mêmes valeurs, des valeurs fondamentales, on va dire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme projet ou comme manière d'aborder les choses pour éviter ce type de division dans le futur? Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire remonter du bas vers le haut finalement les électeurs. Parce que un pays démocratique, normalement, c'est le peuple qui choisit. Et dans un parti, finalement, le parti sans les adhérents, c'est rien. Donc, avoir cette stratégie qui va du bas vers le haut, mais avec le temps nécessaire et finalement l'expérience qu'on a pu avoir, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer d'utiliser justement pour la suite. Je pense qu'il faudrait, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'élections comme celle de l'Union européenne qui a cette facilité de proportionnelle à un tour. Les autres élections ont plus il faut sacrifier des candidats, quoi. Il faut qu'un candidat ne se présente pas pour qu'un autre puisse se présenter. Mais en tout cas, je pense que la démarche qu'on a eue est la bonne. Donc, désolé d'en choquer certains avec ce terme de lobbying citoyen, mais en gros d'influence citoyenne, de gens qui n'ont pas d'intérêt dans l'élection, c'est-à-dire qu'aucun de nous n'était candidat et on n'avait pas souhait à être intégré dans la liste. On apportait juste notre expertise entre guillemets et puis les réseaux qu'on représente ou avec lesquels on est en lien. Et je pense qu'il faut continuer ce travail et qu'effectivement l'erreur qu'on a pu faire, c'est de s'y prendre tardivement. Et moi, à titre personnel, j'ai réalisé tardivement que 5% est égal et correspondait à 5 élus. Et c'est cet élément-là qui m'a fait déclencher en me disant ça vaut le coup. Voilà. Et par ailleurs, bon, même si on peut pas changer les choses, on se rend compte que c'est un véritable problème en fait le système des élections qu'on a dans lesquelles on ne peut voter que pour un seul candidat. Parce que dès lors que deux candidats en fait ont un programme très proche, ils vont devenir les pires ennemis du monde parce qu'ils se divisent finalement le même électorat. Du coup, voilà, moi personnellement, j'essaye de militer pour l'idée d'avoir d'autres systèmes, notamment un qui me semble vraiment très intéressant, qui est le jugement majoritaire, dans lequel en fait on peut voter pour plusieurs candidats à la fois, on peut voter aussi contre. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un autre combat sur lequel on peut essayer d'avancer en tant que citoyen. Mais ça sera peut-être intéressant, notamment à la présidentielle, parce qu'il y a qu'un seul, c'est avec un candidat, il n'y a pas de liste à monter, de voir si en s'y prenant peut-être un an et demi à l'avance, de monter une équipe un peu comme on a fait là, pour promouvoir une primaire Frexit concrète, peut-être pas comme l'initiative que j'ai évoquée sur les réseaux. Il y a des choses qui sont faisables, qui peuvent être financées par les gens qui viennent voter. Enfin, faudrait réfléchir à ça. Qu'elle soit officielle Voilà. ou non d'ailleurs. Hein. Voilà. On peut très bien, nous en tant que citoyens, essayer de faire une sorte de sondage entre guillemets citoyen. Et puis après, moi, je crois, ça c'est plus personnel, je crois qu'il faut accepter les événements et qu'à un moment donné, les événements s'imposeront d'une façon ou d'une autre. Donc malheureusement, peut-être par la guerre ou en tout cas une crise qui va s'aggraver. Et à un moment donné, apparaîtra une personnalité qui aura cette capacité de à la fois avoir la verticalité qu'ont les partis politiques et l'horizontalité citoyenne, et la personnalité qui arrivera à intégrer ça. Et c'est pas évident parce que les partis citoyens ont leurs défauts aussi, hein. Ils sont justement, ils ont plein de réflexions sur comment délibérer, et donc ça crée une certaine inertie. Et je comprends que les partis politiques s'en méfient d'une certaine façon dans leur logique qui est la leur. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui il y a une certaine maturité dans les mouvements citoyens et de pragmatisme, c'est peut-être le bon terme à avoir. Et que voilà, c'est peut-être juste la personnalité qui manque et les événements la font peut-être apparaître. Moi, je voulais terminer juste par un truc, une citation, c'est Vox Populi, Vox Dei. Et plutôt que d'attendre une personnalité particulière, j'invite chacun et chacune des personnes qui éventuellement vont voir ce petit bilan, quoi, à être cette personne, parce que la prochaine échéance électorale, c'est 36 000 communes. Donc, s'il y a qu'une seule personne qui est là pour mener le truc, on va jamais y arriver, ça c'est très clair. Donc, j'invite toutes les personnes qui vont voir et qui se posent la question qu'est-ce qu'on peut faire,
de se dire modestement, voilà, j'ai 3 ans pour me préparer et pour aller aux élections de ma commune, trouver un petit binôme et dès maintenant commencer à faire monter quelque chose qui puisse éventuellement être un grand mouvement citoyen et qui vienne effectivement de la base, parce que Juste pour terminer, est-ce qu'on peut étendre cette question à tous les électeurs qui sont plutôt de sensibilité de gauche? Puisque donc là, Asselineau et ça n'a pas été abordé dans cette conférence de presse, mais l'idée c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs de sensibilité de gauche qui sont aussi sensibles au Frexit ou à sortir de cette Union européenne que l'on a actuellement. Donc, est-ce que vous vous appelez aussi cette alliance technique à aller jusqu'à n'importe quel candidat plutôt à gauche qui porterait les idées du Frexit? Nous, notre vision de départ, c'était que on avait choisi l'UPR et les Patriotes parce que c'est les partis pas seulement les plus emblématiques, mais en termes de score et avec le bandeau Frexit, c'était malgré leur petit score, les plus gros scores qu'ils faisaient. Je crois c'est pas le Parti communiste français, mais il y a un parti. Kuzmanovic, Non, il y a Kuzmanovic, mais il y a un mouvement communiste. Je sais pas s'ils ont des candidats. Je les ai revus l'autre jour dans ma commune affichés qui sont contre l'Union européenne et donc favorables au Frexit. Moi personnellement, je parle plus vraiment en termes de gauche et de droite parce que c'est un clivage politique et c'est pour ça que je regrettais d'ailleurs que Asselineau finalement l'emploie parce que c'est un clivage politique qui n'existe pas vraiment, en tout cas aujourd'hui. Moi j'ai du mal à savoir qui on définit de gauche. Je sais pas pourquoi Asselineau serait plus considéré comme à droite. Oui, par son parcours politique. Mais finalement, même Florian Philippot, dans leur démarche, ils ont quelque chose quand même de très social. Et si on écoutait aujourd'hui les discours de Georges Marchais, qui était au Parti communiste, il serait qualifié de droite aussi. Donc c'est des grilles de lecture trop simplistes. Pour, voilà. J'entends. Voilà, c'est ça. Oui, c'est employé. Non, j'entends. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'électorat, je sais pas bien qui identifier. Les gens de la France insoumise et les militants ne sont pas favorables à la sortie de l'Union européenne. Ils pensent pouvoir la changer. Donc, je vois pas beaucoup à gauche, donc dans des partis identifiés à gauche, des gens qui ont ce discours-là, à part ce petit parti communiste et Kuzmanovic, mais qui est une personnalité un peu médiatique, mais quand même discrète, et qui n'a pas d'électorat Là, on parle quand même de mouvements qui ont une capacité de mobilisation, alors qu'elle soit numérique ou réelle, qui était important. Je veux dire, les vidéos de François Asselineau, elles font des millions de vues. Alors, les vues ne sont pas des électeurs, hein, mais et Florian Philippot a pu organiser, même si les gens n'étaient pas que là pour lui, des manifestations qui réunissaient plusieurs milliers de personnes. C'est pas évident à faire. Donc voilà, je pense qu'au contraire Michel Onfray qui voilà. Moi j'ai des réserves. Moi j'ai des réserves sur. Voilà, en tout cas, le Frexit, c'est pas une idée de droite Moi je me sens pas. Moi personnellement, je me considère pas de droite. Le Frexit, c'est retrouver les manettes en fait, d'une façon ou d'une autre, pour pouvoir porter sa politique entre guillemets de gauche, de droite ou autre.